Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Il y a encore des gens qui rentrent. Alors, je fais rentrer les gens, puis on va être prêt à commencer. Alors, si vous voulez ouvrir votre caméra, si c'est possible, c'est toujours plus drôle là, pour la conférencière là, quand elle voit à qui elle s'adresse. Soyez pas gênés. Il va y avoir une période de questions aussi, sans aucun problème. Vous pouvez écrire dans le chat ou simplement lever votre petite main et puis on va pouvoir, là, avec plaisir, vous permettre de poser toutes vos questions à notre invité. On va commencer ça dans une dizaine de secondes. Il y a plein de monde, c'est le fun. D'une série de 4 intitulée La Flamme brûle toujours. C'est une initiative de Loisirs et Sport Montérégie, un organisme qui coordonne différents programmes en Montérégie. On pense entre autres aux Jeux du Québec, aux activités de filles actives, à secondaire en spectacle, pour n'en nommer que quelques-uns. Une autre mission de Loisirs et Sport Montérégie, c'est de soutenir les municipalités, les associations, mais aussi les écoles dans le déploiement de leurs offres de services là, en sport et en loisirs. Le projet est né à la suite de l'annulation de la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, qui devrait être en cours au moment où on se parle. Il faut se souvenir aussi qu'il y a eu 2 reports des Jeux de Laval en 2020 et 2021, les Jeux qui auront finalement lieu à l'été 2022. C'est une façon pour nous, pour Loisirs et Sport Montérégie et son conseil d'administration, d'encourager les jeunes, de leur dire qu'on les soutient, qu'on est derrière eux, qu'on comprend leurs déceptions, mais qu'enfin, le sport reprend et qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Ce soir, notre conférencière, c'est une grande athlète. Jennifer Abel est une plongeuse émérite québécoise canadienne. Vous l'avez peut-être suivie aux derniers Jeux de Tokyo, mais il faut dire qu'elle a participé à 4 Jeux olympiques. Ses premiers, c'était Pékin en 2008, où elle est devenue la plus jeune plongeuse à représenter le Canada aux Jeux olympiques. À ce moment-là, elle avait 16 ans seulement. Ses deuxièmes Jeux, c'est à Londres en 2012. Elle a raflé la médaille de bronze aux 3 mètres synchro avec Emily Emmons, qui a aussi pris sa retraite. À Rio 2016, elle a terminé 4e aux 3 mètres individuels et également 4e aux 3 mètres synchro. À ce moment-là, c'était avec sa partenaire Pamela Ware. Et finalement, elle a bouclé la boucle d'une belle carrière aux Jeux de Tokyo en remportant la médaille d'argent en 3 mètres synchro, cette fois-ci avec sa partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu. Si vous la suivez, vous avez probablement vu qu'elle a annoncé dans les derniers mois sa retraite, une très, très belle carrière sportive et surtout une très, très belle personne qui est vraiment le fun à suivre sur les médias sociaux également. Alors, pour vous ce soir, voici le parcours inspirant de Jennifer Abel. Alors, sans plus tarder, messieurs, dames, voici Jennifer. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir et de vous partager ma belle et grande histoire d'amour avec mon sport qui a commencé très, très jeune pour moi. Sans plus tarder, je veux juste, avant de l'oublier, je ne vais pas l'oublier, mais vous dire à quel point je comprends que l'annulation encore des Jeux du Québec, c'est vraiment dommage. Ça peut être frustrant, ça peut être démotivant, mais en même temps, je pense qu'on doit voir la lumière au bout du tunnel, il ne faut pas perdre d'espoir. Puis j'espère que mon parcours à moi va vous inspirer à justement garder votre flamme allumée parce que malheureusement, il y en a toujours des hauts et des bas. Ce n'est pas seulement dans une carrière d'athlète, mais c'est aussi dans une vie. Puis vous allez voir qu'avec quelqu'un que je vais vous raconter, on peut vraiment jumeler les deux ensemble. Donc, Jennifer, on a un problème de son. Ah! C'est okay. Comme si tu étais saccadé. OK. Je m'excuse. Est-ce que c'était comme ça tantôt? Non, mais quand toi et moi, on se parlait, c'était super fluide. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu as des écouteurs? Oui, mais pas avec moi. Ils sont en haut, donc je vais aller les chercher. OK, mais pas de problème. On t'attend. Oui.
Alors, les joies du direct, inquiétez-vous pas, on va gérer ça tout le monde. Est-ce qu'on... Pas du tout. C'est flou encore? Ah, là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. C'est comme un Parfait. plongeon parfait. Bon, ben garde, on a l'experte pour ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé une petite question. Alors, Oui. je vais juste répondre pour aider là, nos participants. Alors, ceux qui veulent voir là, Jennifer à plein écran, hein, vous devez bien sûr là, aller dans le petit côté ici, là, vous avez un More. Bon, écoutez, mon Stop Sharing. Là. Vous avez View en haut là, dans le coin. Alors, le petit View, là, vous devez choisir la bonne galerie et cocher sur le Speaker. Alors, cocher sur le Speaker, comme ça, c'est la personne qui parle que vous allez voir en grand. Et comme c'est Jennifer qui a le micro, c'est Jennifer que vous allez voir là, sans problème. Alors, ça me fait plaisir. Jennifer, on te redonne la parole. Bon, ben, je vais recommencer vite, vite. Je ne sais pas si on m'a bien entendu ou non. Tout simplement que j'avais glissé un mot en disant que je comprends totalement que c'est un peu démotivant ou même décevant l'annulation, le rapport des Jeux du Québec encore une fois. Mais en même temps, je vais vous parler de mon expérience, puis en espérant que mon expérience va rallumer votre flamme. Puis aussi, dans une vie d'athlète comme dans une vie aussi de monsieur, madame, tout le monde, il y a toujours des hauts et des bas. Puis je pense que c'est important de voir toujours un peu la lumière au bout du tunnel. Puis en ce moment, on est dans une situation où est-ce qu'on peut très bien la voir, la lumière. Puis en espérant justement que mon petit message va vous rallumer votre flamme, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Donc, comme je vous ai dit, ben, mon nom, c'est Jennifer Abel. Je suis 4 fois olympienne, 2 fois médaillée olympique. 10 fois médaillée au championnat du monde de la finale aquatique, ce qui fait de moi l'athlète canadienne la plus décorée au Canada. Championne panaméricaine, championne des Commonwealth aussi. Puis, quand j'ai commencé à plonger, j'avais seulement 4 ans. Puis, mes parents ont décidé d'inscrire mon grand frère et moi dans des sports aquatiques pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient des enfants qui fassent du sport, qui soient actifs, mais surtout qui sachent apprendre à comment nager. Donc, ils voulaient s'assurer que si un jour on allait chez un membre de notre famille ou un ami qui avait une piscine, il n'y avait pas de problème puis qu'il n'allait pas arriver d'accident. Donc, c'est comme ça que mon frère et moi, on a commencé à faire des sports aquatiques, en fait, mais moi, j'ai commencé avec de la natation et de la nage synchronisée qui, aujourd'hui, s'appelle de la natation artistique. Donc, je vous confirme tout ça que ça l'a arrêté très rapidement. Ça demandait trop de coordination dans l'eau et tout. C'était un petit peu trop pour moi à cette époque-là. Puis mon grand frère, lui, il faisait de la natation et du plongeon. Puis je le voyais aller sur les planches. Je l'admirais énormément. Puis moi, je pensais à l'époque que j'étais la petite sœur cool qui voulait toujours faire ce que mon grand frère faisait. Mais en fait, j'étais peut-être un peu plus fatigante que lui me trouvait cool. Donc, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans le plongeon comme lui. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à l'âge de 4 ans à faire mes premiers sauts sur le tremplin de 1 mètre et de 3 mètres. Puis c'était vraiment, c'était dans une école secondaire, l'école Père Marquette, en fait, à Montréal. C'était vraiment récréatif. Là. C'était simplement pour m'amuser puis dépenser mon énergie parce que j'avais énormément d'énergie. Puis, mes parents, ils ont vu que j'adorais ça, que j'avais pas peur, mais surtout les entraîneurs, ils ont vu très rapidement que j'avais peut-être un grand potentiel de me rendre plus loin. Donc, quelques années plus tard,
Puis là, je parle de peut-être 1 an ou 2. Mais mon entraîneur de l'époque avait suggéré à mes parents de m'inscrire dans un plus gros club qui avait des entraîneurs renommés qui étaient à l'époque, encore aujourd'hui, le club de plongeon Camo au Centre Claude Robillard. Puis, c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière avec tous nos anciens olympiens aussi, qui étaient Alexandre Despatie, Émilie Emmons, puis il y en a encore beaucoup. Puis c'est là que j'ai commencé. J'avais 7 ans à peu près quand j'ai commencé. J'étais encore au primaire, je m'en souviens, que je faisais mes compétitions, que j'allais à l'école aussi, puis que ça a toujours été un peu J'ai toujours eu un horaire très chargé, en fait, dès un jeune âge. Je m'en souviens, je finissais l'école, j'allais dans ça s'appelait la maison. En tout cas, j'allais dans un endroit qui était attitré pour l'aide aux devoirs parce que c'était eux qui m'aidaient à faire mes devoirs. Puis une fois que mon heure était terminée avec ma tutrice, mes parents m'emmenaient au Centre Claude Robillard, puis je m'entraînais de 6 heures à 8 heures du lundi au vendredi. Puis ça, c'était excluant les compétitions qui, des fois, avaient les week-ends. Puis, avec tout ça, j'ai aussi fait d'autres sports qui est du karaté et du taekwondo. Mais encore là, je vous confirme que ça a arrêté très rapidement. Les sports de combat ne sont pas pour moi. Petite anecdote quand même assez cocasse. Dans mon sport du taekwondo, j'avais monté les ceintures assez rapidement vu que j'étais déjà athlétique et flexible. Puis, on me demandait pour avoir une ceinture, la ceinture verte, si je ne me trompe pas, il fallait que je brise une planche. Mais je vous confirme que la planche, elle n'a pas brisé. Et je vous confirme que ça a été la dernière fois aussi que j'ai été à cet entraînement-là parce que ça m'avait fait mal et puis c'était pas fait pour moi, les sports de combat. Donc, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter mes autres sports et me concentrer vraiment sur le plongeon qui était ma passion puis vraiment quelque chose que j'adorais. Donc, ça a fait partie un peu de mon tout au long de ma vie, oui, mais au primaire, ça a été difficile un peu, si je peux le dire, parce que j'avais un horaire chargé, mais c'était pas l'horaire qui était chargé qui était difficile, mais c'était plus de jumeler le côté académique et le milieu sportif. Pour moi, ça a toujours été un grand défi. Puis je l'ai vraiment constaté quand je suis arrivée au secondaire. En secondaire 1, j'avais beaucoup de difficultés. Puis malheureusement, j'avais pas passé mes mathématiques de secondaire 1. J'ai dû aller au cours d'été. Donc, pour essayer de rattraper. Mais entre-temps, mes parents et moi, on avait déménagé, on avait changé de ville. Donc, ce qui a fait en sorte que je n'ai jamais reçu mon bulletin. Mes parents ont appelé les commissions scolaires, ont appelé l'école, mais c'est l'été, donc tout est fermé. Donc, on n'a pas eu de nouvelles. Jusqu'à une semaine avant que l'école recommence, mon directeur me téléphone et puis me demande comment ça se fait que j'ai pas fait les cours d'été. Puis je lui ai dit, j'ai pas eu besoin de les faire. J'ai pas reçu mon bulletin. Puis il m'a demandé de me rencontrer, mes parents et moi. Donc, on est allés rencontrer. Puis, il nous a présenté la situation qui était qu'en sport-études, il fallait une moyenne de 75% pour accéder au programme. Et puis, comme j'avais coulé une matière, je n'étais plus apte à faire partie du programme. Mais comme que ce n'était pas de ma faute à 100% parce que je n'avais pas reçu le bulletin, il nous a proposé, je dis il nous a, c'est en fait, il m'a proposé une option qui était d'ouvrir un nouveau dossier, de recommencer mon secondaire 1 au complet pour pouvoir rester. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? OK, parfait. Pour pouvoir rester dans le programme de sport-études. Donc, je devais recommencer à zéro, en fait, pour une matière. Puis ça, il voulait absolument que cette décision-là soit la mienne. Il ne voulait pas que mes parents soient impliqués dans cette décision-là parce que on s'entend, c'est un peu
c'était mon parcours à moi qui allait changer complètement, tout dépendamment de la décision que je prenais. Puis là, si je fais un petit sommaire rapide, si je n'allais pas en sport-études, je devais simplement m'entraîner le soir de 6h à 8h, comparativement, et aller à l'école jusqu'à 4h30, tout dépendamment de l'école secondaire qui finit à l'heure qu'elle finit. Si j'allais en sport-études, ben là, à ce moment-là, je terminais l'école à midi et puis je pouvais m'entraîner de 1h jusqu'à 6h. Donc, on peut voir que c'est vraiment un programme beaucoup plus concentré au niveau sportif. Puis aussi, en même temps, j'avais plus d'heures d'entraînement, mais je finissais plus tôt aussi. Donc, ça a été une décision que j'ai prise. Ça n'a pas pris de temps avant que je décide de recommencer mon secondaire 1 au complet. La raison au début, à l'âge de 12-13 ans, c'est certain que j'en étais pas fière. J'avais un peu honte. Je voulais pas trop en parler parce que là, j'étais avec des plus jeunes que moi. Puis, à cet âge-là, on pense toujours qu'un an, eux, c'est des bébés. Nous, on est plus âgés. Mais je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce que sans cette décision-là, je n'aurais pas pu continuer à aller en sport-études et je n'aurais pas pu continuer non plus ma carrière comme je l'ai eue, c'est certain. Puis à ce moment-là, avec l'école, on m'a offert beaucoup plus d'aide pour justement s'assurer que je passe tous mes cours puis que j'ai accès à toute l'aide que j'avais besoin à l'époque. Puis c'est en secondaire 4 secondaire 3, toute ma carrière a commencé à vraiment comprendre tout son sens. C'était super difficile pour moi aussi au niveau athlétique sportif parce que j'étais bonne, j'avais beaucoup de puissance. Donc, je faisais des plongeons que les personnes de mon âge ne faisaient peut-être pas nécessairement ou ils n'exécutaient pas aussi facilement. Mais toute cette boule d'énergie-là que j'avais à l'intérieur de moi, ça a été quelque chose qui a été très difficile à gérer tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière même. Donc, quand j'étais sur la scène junior, ça a été très difficile pour moi de contrôler tout ça. Puis, j'avais pas nécessairement les résultats que j'aurais espéré avoir. Donc, je me qualifiais pas toujours pour les grosses compétitions ou les compétitions que je voulais. Puis, en 2005, c'est là que j'ai eu mon premier un peu breakdown, si je peux le dire comme ça, où est-ce que j'ai mentionné que je n'étais plus certaine si je voulais continuer à plonger parce que ça me faisait énormément de peine de ne pas me qualifier dans les grosses compétitions, sachant très bien que j'avais ma place, mais que je devais tout simplement trouver comment aller chercher ma place. Mais encore là, en 2016, j'avais 14 ans, donc c'est très jeune à cette époque-là d'apprendre à vraiment se connaître puis à aller chercher toute cette énergie que j'avais en dedans de moi pour la rendre meilleure, en fait, pour mon sport. Puis, j'ai continué. J'ai eu une super de belle opportunité à ce moment-là aussi de participer à mes premiers Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, je pense que c'est ça qui a rallumé ma flamme. Parce qu'on m'avait choisi pour faire l'équipe canadienne en plongeon. Donc, ça m'a vraiment donné un gros boost de motivation. C'était en Australie en plus, donc c'était mon premier voyage super loin. Puis, je pense pas que ça l'avait très bien été, mais encore là, quand on est jeune, on voyage, on a tendance à un peu oublier. Puis, mes parents m'avaient toujours appris à m'amuser avant tout. Parce que c'est en s'amusant que c'est vraiment comme ça que on va se relever d'un échec et aller pousser plus loin. Ça, encore là, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, mais je vais en revenir en continuant mon petit pedigree. Donc, en 2005, j'ai participé à mes premiers Jeux olympiques de la jeunesse. Après ça, en 2006, j'ai eu mes premiers championnats du monde junior. Ça l'avait bien été. J'avais terminé, en fait, j'allais terminer 4e. Et puis, j'étais dans les vestiaires et puis mon ami est venu me voir en me disant « Ah, félicitations, tu as fini 3e. »
Je lui ai dit que non, j'ai terminé 4e. Puis elle m'a dit non, 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 tu as fini plus tôt que l'épreuve allait terminer. Puis malheureusement, une Chinoise, elle a fait un plongeon manqué pour du 0. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai terminé 3e. Puis c'est vraiment là que le sens du mot, de la phrase, ce n'est jamais fini avant le dernier plongeon de la dernière plongeuse a pris son sens. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une compétition. Puis c'est pour ça que même si tout est fini pour moi, il y a d'autres plongeuses qui sont là et qui peuvent soit faire un plongeon extraordinaire qui va me déloger ou un plongeon moins bien qui va, moi, me permettre d'être sur le podium. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours adoré cette phrase-là qui était « Ce n'est jamais fini avant le dernier plongeon de la dernière plongeuse ». Puis c'est là que j'ai eu ma première médaille au championnat du monde en 2006. Puis 2007, ça avait moyennement bien été. Puis c'est en 2008 que j'ai commencé un peu à faire des compétitions internationales seniors. Puis que mon entraîneur de l'époque, il m'a dit « Si tu mets tous les efforts de ton côté, on a peut-être une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques. » À ce moment-là, j'avais 16 ans, j'étais en secondaire 4, puis pas que je le croyais pas, mais je me disais, je suis encore très jeune, je visais plus les Jeux de 2012 parce qu'avec mon âge, ça allait faire plus de sens. Puis en même temps, il y avait tellement de... J'avais jamais fait de championnat du monde senior, jamais fait de Jeux panaméricains seniors ou Commonwealth. C'était vraiment, on parle de Jeux olympiques, donc pour moi, c'était comme, il me manquait vraiment un gros chapitre avant d'arriver aux Jeux olympiques. Puis, j'ai fait les sacrifices qu'il m'avait suggéré de faire. Donc, j'ai participé à plusieurs compétitions seniors. J'ai manqué l'équivalent de 3 mois d'école à peu près. Je suis vraiment chanceuse d'avoir été en sport-études parce que le programme m'offrait des cours de récupération en dehors des heures d'école. Donc, j'avais vraiment un horaire spécifique à moi. Quand c'était, mettons, mon cours de mathématiques, moi, j'avais une tutrice privée qui venait pour justement que je rattrape beaucoup plus rapidement. Ça a été très difficile, mais heureusement, avec tous les efforts mis, ça a été possible que je réussisse mon secondaire 4 et que je participe à mes premiers Jeux olympiques. Puis encore là, je me souviendrai toujours que quand j'étais dans l'avion pour aller en Chine, à Pékin, c'était mon premier voyage vraiment que je quittais 1 mois la maison. J'avais 16 ans. Mes parents, ils ne venaient pas parce que ça allait vraiment été une décision de dernière minute, une qualification de dernière minute. Donc, ils n'ont pas eu le temps de planifier tout ça. Donc, je suis partie pendant 1 mois en Chine sans mes parents. Donc, ça a été toute une expérience quand même assez déstabilisante parce que c'est une culture que j'adore aujourd'hui, mais qui est complètement différente de la nôtre. Puis, je voulais vraiment faire la finale. J'ai toujours été super compétitive. Puis, j'ai terminé 13e. Puis, je me souviens, j'avais téléphoné à mon grand frère. Puis, à l'époque, on parle c'est quand même 2008, mais en 2008, on n'avait pas accès à la technologie qu'on a aujourd'hui. Puis, ça me fait vraiment rire quand je raconte ça parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi partout comme qu'il y a aujourd'hui du Wi-Fi ou il n'y avait pas de FaceTime non plus. Puis, donc, j'avais vraiment pris mon téléphone, je l'avais téléphoné, puis ça ne me dérangeait pas que ça allait coûter en fait à mes parents une fortune. Mais je les ai téléphonés, puis mon grand frère, c'était important pour moi de parler avec lui parce que c'est vraiment la personne qui m'a, fait connaître mon sport, mais 2, ma famille ont toujours été ceux qui m'ont gardé terre à terre, puis qui ont toujours été fiers de moi, n'importe quelle position que je terminais. Pour eux, le fait que j'étais là, que j'avais fini 13e, puis moi, j'étais en train de pleurer parce que j'étais « Oh my God, j'ai fini 13e, j'ai pas fait la finale. » Puis c'était un drame pour moi. Mais c'est eux qui m'ont fait réaliser que non, tu sais, t'as fini 13e, t'as seulement 16 ans, est-ce que tu te rends compte comment c'est hot, tu sais? Puis, donc, ça, c'était ma première participation au jeu, puis j'étais vraiment contente du fait que
ça, je l'ai réalisé par la suite, c'est le fait que j'ai participé à mes premiers Jeux olympiques sans réellement avoir d'attente ou de pression parce que je ne pensais pas me qualifier à l'âge de 16 ans. Ça, je l'ai compris plus tard parce que c'est là que ma carrière a vraiment commencé. Donc, l'année d'après, j'ai participé au championnat du monde qui était à Rome. Puis c'est en demi-finale, j'ai terminé deuxième entre les deux meilleures chinoises qui étaient championnes olympiques et vice-championnes olympiques. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé, OK, wow, j'ai peut-être vraiment un talent pour être parmi les meilleurs au monde. Je ne l'avais jamais réalisé avant parce que je faisais vraiment ça parce que j'aimais ça puis je voulais me surpasser moi-même. Mais dans ma tête, je n'avais jamais pris la conscience, je ne m'étais jamais fixé l'objectif de moi, un jour, je veux être une Olympienne. Moi, un jour, je veux être une médaillée. C'est vraiment, je le faisais parce que j'aimais ça puis je voulais pousser ma limite et voir jusqu'à où j'étais capable de me rendre. Puis c'est vraiment en 2009, après mes premiers Jeux olympiques, quand je me suis qualifiée au championnat du monde, deuxième en demi-finale, c'était même pas en finale, que là, je me suis dit, OK, peut-être que je peux être parmi les meilleurs au monde, puis avoir une grande carrière, une grande et belle carrière moi aussi. Puis j'ai commencé à vraiment le voir et y croire surtout. Puis je pense que c'est beau tout ça parce que ça montre l'innocence derrière tout ça. Puis des fois, être innocent dans qu'est-ce qu'on fait peut nous amener plus loin qu'être conscient de toute la pression, de toutes les... Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, justement, tu sais, c'est plus facile d'accès d'avoir tu sais, de la pression qu'on n'est pas obligé d'en avoir sur nos épaules. Donc, l'année d'après, j'ai pris part à mes premiers... on est en 2010, j'ai pris part à mes premiers Jeux du Commonwealth. Puis, j'ai commencé aussi à faire du plongeon avec Emily Emmons. Emily Emmons, qui est une grande athlète renommée du Québec. Elle a 4 médailles en 4 Jeux consécutifs aussi. On a 10 ans de différence. Donc, plonger à côté d'une femme qui a 10 ans de plus que soi, c'est vraiment, c'est tout un challenge parce que, de un, on n'avait pas la même mentalité du tout, c'est normal. En 10 ans, il y a beaucoup de... On vit beaucoup de choses en 10 ans. Mais moi, j'avais pris cette opportunité-là pour vraiment apprendre de sa carrière, apprendre de ses expériences à elle. Puis on a fait nos premiers Jeux du Commonwealth ensemble. Nous avons gagné la médaille d'or. Donc, ça a été la première fois que j'entendais notre hymne national pour notre performance. Puis par la suite, j'avais terminé deuxième au 3 mètres en individuel et j'avais gagné l'épreuve du 1 mètre. Alors, à ce moment-là, c'était la première fois que j'entendais l'hymne national pour moi. Puis ça a vraiment été quelque chose que je vais toujours me souvenir de ma vie parce que entendre le Haut-Canada pour soi, pour la performance que j'ai donnée, puis je représente mon pays, puis j'étais tellement fière, ça m'a juste donné encore plus de... Ça a allumé ma flamme encore, elle était plus vive encore parce que là, je commençais vraiment à goûter au succès un peu, si on peut le dire comme ça. Puis, 2010-2011, j'avais eu une année aussi parfaite. Je n'avais pas manqué un podium. On était au championnat du monde. C'est les championnats du monde 1 an avant les Jeux olympiques. C'est le début de qualification pour les Jeux olympiques. Donc, c'était mes premiers championnats du monde de qualification olympique. Puis, il fallait faire un top 12 en individuel. Ça a super bien été. J'ai terminé 3e. Donc, c'était ma première médaille en championnat du monde. Et puis, en synchro avec Émilie, ça a été toute une expérience parce que, encore une fois, c'était en Chine, à Shanghai. Comme je vous l'ai mentionné, Émilie a 10 ans de plus que moi, donc je la laisse, elle et les entraîneurs, décider de tout notre plan. Moi, je veux juste en tirer... tu me dis à quelle heure qu'on prend l'autobus, c'est parfait. On a fait les préliminaires le matin. Ça a vraiment mal été. Je pense que j'ai oublié de mentionner qu'en synchro, dans l'épreuve synchronisée,
c'est un top 3 pour qualifier le pays. Donc, c'est pas un top 12, c'est un top 3. Donc, il faut être sur le podium. Le matin, on avait fini 8e, si je ne me trompe pas. On avait vraiment eu une de nos pires performances. Donc, Émilie, on décide de retourner à l'hôtel avant la finale de la soirée pour se reposer, un peu faire le vide de tout ça. Émilie me dit, on prend le bus à 4 heures. Je dis, OK, pas de problème. On est dans l'autobus, mais généralement, les horaires se ressemblent. Chaque participant, on prend le bus en même temps. Si ce n'est pas lui de 4 heures, ça va être lui de 3h30. Tu sais, c'est dans ces heures-là. Tu sais. Mais là, il n'y avait personne dans l'autobus. Bon, je me dis que c'est peut-être nous qui est d'avance ou peut-être un petit peu en retard, mais bon. Une de mes coéquipières me téléphone sur mon téléphone, m'appelle, me demande où est-ce qu'on est. Ben, je lui réponds qu'on est dans l'autobus. Pourquoi? Elle me dit, ben, parce que ton épreuve commence dans 30 minutes. Là, je regarde Émilie. Émilie, je la vois en train de calculer sur l'horaire. Puis là, en même temps, elle réalise tout ça. Puis là, je lui dis, OK, ben, on est dans l'autobus. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en ce moment. Là. Je ne sais pas quoi dire. On s'en vient. Donc, je regarde Émilie et je lui dis, ben, vous avez fait un horaire, vous avez fait une erreur parce que l'épreuve commence dans comme 30 minutes. Il ne faut pas oublier que nous, il faut se réchauffer, il faut faire nos simulations ensemble avant de rentrer dans l'eau pour la pratique réservée, puis que l'épreuve commence. Donc, j'essaie de communiquer avec le chauffeur en mandarin. Je lui dis, Ni hao, let's go fast, please, compétition, tiao shui, ça veut dire plongeon en mandarin, tu sais, mais il ne me comprend aucunement. Là, Émilie commence à je m'excuse, Jen, oh mon Dieu, on a fait une erreur. Puis là, je la vois capoter. Puis là, je la regarde, je lui dis, OK, Émilie, là, regarde, nos plongeons, on les collait, on les a fait des milliers de fois. C'est pas une pratique de plus qui va faire la différence. En ce moment, on peut rien changer. Faut juste rester calme. Puis là, je vois que tu es en train de perdre ton calme. Puis si moi, je perds mon calme, on n'est dans rien de bon. Je me connais. Si je me mets à paniquer, ça va vraiment mal aller. Donc, on va rester calme. On arrive à la piscine. Les filles sont en train de plonger aux 3 mètres. Nous, on court. On s'est changé dans l'autobus. On est prête. On embarque sur la planche. Ils nous disent arrêtez de plonger. Donc, on a fait un plongeon. C'était vraiment pas un bon plongeon. Puis on s'est regardé, on s'est dit, bonne chance. On a tout donné, puis on a terminé 2e. Je pense que ça l'a vraiment montré notre force de caractère. Ça nous a montré aussi que quand on se met vraiment dans la zone de concentration qui est celle qu'il faut avoir en compétition, peu importe l'environnement qu'on peut avoir, quand on est capable, puis quand on peut le faire aussi, tu sais. Donc, on a terminé 2e, on a qualifié notre équipe et le pays pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Puis là, on en rit aujourd'hui, mais sur le coup, on la trouvait vraiment pas drôle, par exemple. Puis après, 1 an plus tard, on a eu, malheureusement ou heureusement, notre pire année. On n'avait pas fait de médaille de toute l'année. On avait eu vraiment une mauvaise saison. Moi, je participe à mes 2 Jeux, mes 2e Jeux olympiques. C'était ma première fois à l'épreuve synchronisée. Puis je m'étais tellement mis une grosse pression parce que je savais qu'Émilie, c'était ses derniers Jeux. Je savais qu'Émilie avait l'opportunité de devenir la Canadienne qui allait être médaillée à 4 Jeux consécutifs, ce qui allait lui donner ce titre-là aussi. Puis en synchronisé, je ne voulais pas être celle qui lui fait manquer cette opportunité-là. Donc, les cauchemars, l'anxiété, je m'étais vraiment mis une grosse pression qui était quand même très désagréable. Mais tout ça pour vous dire que ça a bien été. On a pu revenir à la maison avec ma belle médaille de bronze que je vous montre aujourd'hui ici. Puis, ça a été en même temps la première médaille du Canada remportée aux Jeux olympiques de Londres 2012. Donc, cette médaille-là est quand même très spéciale pour moi parce que
à ce moment-là, je m'étais dit, si je suis, c'était exposé d'être mes premiers jeux, je suis rendue à mes deuxièmes jeux. Après ça, on se fixe un autre objectif. Quand on devient olympienne, bon, c'est quoi l'autre objectif? On va essayer de devenir médaillée olympique. J'ai seulement 21 ans. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai accompli tout ça? Je savais qu'il me restait encore beaucoup d'années devant moi. Puis je savais aussi que je devais avoir un gros changement parce que si je continuais dans cet environnement-là, j'allais peut-être pas nécessairement me rendre où est-ce que je voulais être à la fin de ma carrière. Donc, j'ai décidé de changer de club, changer d'entraîneur aussi, puis d'aller avec mon entraîneur que j'ai terminé ma carrière, qui est Arturo Miranda. Faut pas oublier qu'Arturo était sur la même équipe à Pékin avec moi en tant qu'athlète. Donc, on avait une relation quand même assez très particulière, proche, mais en même temps, c'était mon entraîneur, puis je savais que lui allait me pousser et m'amener à être la plongeuse que j'étais quand j'ai accroché mon costume. Puis là, c'est ça, en 2013, changement d'entraîneur. Puis, tu sais, je pense que c'est là que j'ai appris que c'était correct de reculer, avoir des mauvaises performances pour essayer quelque chose de nouveau dans un peu la stratégie de plongée ou la stratégie qui est pour entreprendre quelque chose, que c'est correct de reculer pour avancer encore plus loin. Donc, au début, j'ai dû accepter un peu les échecs sur la scène internationale senior pour, après ça, apprendre à vraiment bien maîtriser mon stress, mes pensées, ma mentalité un peu de compétition. Puis, en 2016, les Jeux olympiques de Rio 2016. Ah oui, on a eu les championnats, les Jeux panaméricains en 2015 qui étaient à Toronto. Encore là, j'avais gagné le 3 mètres, puis entendre encore une fois notre hymne national, mais surtout de gagner en sol canadien. Ça, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Je m'en souviens encore. J'étais en dessous de l'eau, puis j'avais donné une de mes meilleures performances en carrière. Puis j'étais en dessous de l'eau, puis je pouvais entendre les Canadiens, Canadiennes m'encourager. La vibration, elle venait jusqu'en dessous de l'eau tellement que les gens encourageaient fort. C'était vraiment un sentiment incroyable. Puis l'année d'après, en 2016, c'était mes Jeux olympiques, les Jeux olympiques qui ont remis ma personnalité, je te dirais, à ce moment-là, en question. En 2016, j'avais 25 ans. 2 mois avant les Jeux, je subis ma première blessure de carrière. Grande blessure que je dois arrêter. En fait, j'ai eu une déchirure dans le mollet. Donc, c'est un peu dur de pouvoir sauter quand on n'a pas de mollet. Donc, on retourne en physio. Je fais beaucoup de ceintures aussi pour justement pas perdre ça. On est à 2 mois des Jeux olympiques. J'essaie de pas trop en parler non plus parce que je veux pas avoir une distraction. Donc, je l'ai bloqué un peu, si on peut dire, au lieu de l'accepter, mettons. Par la suite, c'était 4 semaines de réhabilitation. Donc, je suis revenue. Il me restait 4 semaines avant le départ pour les Jeux de Rio. Et là, je commence à m'entraîner, mais en fait, je suis revenue trop agressivement, comme si de rien n'était. Puis j'ai commencé à sentir une douleur dans mon dos. Mais encore là, je venais de manquer 4 semaines, donc j'en ai pas parlé. Jusqu'à temps que ça attaque mon système neural. Donc, j'avais des chocs quand je sautais. En fait, j'avais des chocs qui passaient de mon dos, qui allaient jusque dans mes pieds. Je n'étais plus capable non plus de me pencher. Je conduisais sur une fesse. Puis c'est là que mon équipe ont décidé de m'arrêter parce qu'ils voyaient clairement que ça ne fonctionnait pas, mon affaire. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu la première crise d'angoisse, crise avec mon entraîneur, que je jetais tout mon chamois, mon costume, parce qu'il m'avait dit de m'en aller à la maison. Il m'a dit que en ce moment, tu peux rien faire, va te reposer, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Puis je lui ai répondu, je comprends pas comment tu peux me dire d'aller me reposer quand que mes compétitrices sont en train de s'entraîner pour leur vie, pour les Jeux qu'on part dans 4 semaines, tu sais. Puis là, il m'a dit, si tu veux avoir tes médailles aux Jeux, il faut que tu te reposes parce qu'en ce moment, tu peux à peine marcher.
j'ai pas le choix de l'écouter. Je m'en vais à la maison. Je me levais pendant une semaine ou deux, je me levais tous les jours à 5h30 du matin pour à peu près me rendre jusqu'à Montréal, dans le centre-ville, aller en physio, en traitement de physio, pour justement aller libérer tout ce qui était coincé dans mes hanches, parce que c'est un peu là que j'ai eu de l'inflammation dans mon système neural. Tout ça finit par bien aller. Je me rends aux Jeux olympiques de Rio, mais dans ma tête, mon objectif était toujours de ramener 2 médailles, une en individuel et une en synchro, ce qui était très possible. Mais malheureusement, j'ai fini 2 fois 4e. Et puis, tu sais, aujourd'hui, j'échangerais aucunement ces 4e places-là. Mais à l'époque, le sentiment de perte de personnalité, sentiment d'un peu de honte. Je pense qu'une 4e place, c'est aussi pire que... Parce qu'on est les premiers, en fait, à ne pas avoir de médaille. Hein, donc, c'est quasiment plus le fun d'arriver 5e ou 6e que 4e. Puis, c'est vraiment... j'ai pas été diagnostiquée, mais je sais que j'allais vraiment pas bien. Je me suis isolée. Je voulais pas trop parler avec mes parents parce que je savais qu'ils savaient que j'allais pas bien. Puis c'est vraiment en faisant du travail sur moi-même puis en me disant, je veux découvrir qui est Jennifer, la femme, et non Jennifer, l'athlète qui ramène des médailles à la maison. Parce que vu que j'avais pas ramené de médaille aux Jeux olympiques, je m'étais perdue. Généralement, j'ai toujours une médaille sur 2. Si j'en ai pas une en synchronisé, j'en ai une en individuel. Si j'en ai pas une en individuel, j'en ai une en synchro. Donc, je pouvais toujours balancer avec ça. Mais là, j'en avais vraiment pas eu. Donc, ça a été vraiment un petit choc pour moi. Puis c'est là que j'avais 25 ans aussi. Donc, c'était important pour moi d'apprendre à me connaître en tant que femme et non en tant qu'athlète, parce que c'est juste ça que j'avais connu dans ma vie. Puis pas juste athlète, mais c'est aussi athlète qui ramène des médailles. Tu sais, je pensais vraiment que vu que j'avais terminé 4e, on allait m'oublier, on allait plus penser à moi, les gens allaient plus me reconnaître. J'avais perdu mon identité, en fait. Donc, j'ai passé vraiment mon cycle quand je m'étais dit, Tokyo 2020, mon objectif, c'est de me rendre à Tokyo sur la planche, en sachant qui je suis en tant que femme et surtout en tant qu'athlète. Que j'allais avoir aucun regret ou aucune hésitation à savoir que j'aurais peut-être dû faire ça comme ça. C'était vraiment ça mon objectif cette fois-ci pour mon dernier cycle olympique. À l'époque, j'ai aussi fait des changements dans mon équipe, donc j'ai changé de partenaire. Je m'étais jumelée avec Mélissa, qui Mélissa n'avait aucune expérience sur la scène internationale senior de haut niveau. Elle était prête à être là à côté de moi pour s'entraîner puis avoir la même technique que moi pour qu'on forme un duo un peu d'enfer, si on peut dire, là, un peu inébranlable. Puis c'était tellement agréable d'avoir une personne qui est à côté de soi, qui a la soif de vouloir bien performer, qui se donne énormément à son sport aussi parce qu'elle voulait être à côté de moi, mais surtout que moi, à ce moment-là, je n'allais pas bien. Mais c'est elle qui m'a vraiment fait réaliser comment j'ai commencé à bien performer. C'est parce que je m'amusais avant tout. C'est parce que je profitais de tout ça. Puis que si aujourd'hui, ce n'était pas une bonne journée, ben demain, on se relève, puis on recommence, puis on garde le sourire, puis on profite des belles opportunités qu'on a de voyager, de bien performer. Puis OK, on n'a pas eu une belle performance, ben qu'est-ce qui n'a pas bien été pour pas qu'on le refasse? Puis c'est vraiment... j'en ai eu plusieurs partenaires dans ma vie en synchro, en plongeon. Puis vraiment, Mélissa m'a vraiment... on a appris à communiquer, on a appris à vraiment avoir une chimie qui a fait tout le succès de notre partenariat en 4 ans. Si je peux juste vous mentionner un peu comment c'était beau, tout ça, je suis encore en admiration sur ça, mais comment c'était beau. On a commencé en 2017, notre premier championnat du monde, on a terminé 2e.
Puis à chaque année, on était toujours deuxième pour finir notre carrière aussi comme ça. Donc, pour nous, on a gagné comme un peu notre médaille d'or parce que c'était toujours les Chinoises qui étaient devant nous, mais c'était juste pour faire un petit plan sur ma carrière avec Mélissa. Mais pour revenir sur moi, donc, pour apprendre à me connaître, j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai appris à consulter aussi. J'avais une psychologue sportive. J'ai appris ben, c'est ça, comme je l'ai dit, méditer, mais aller chercher un côté un peu plus spirituel, de me connecter avec moi-même. Qu'est-ce que j'aimais moi ou qu'est-ce qui pouvait m'apprendre à être plus centré au moment présent et non à me focusser à qu'est-ce qui pourrait se passer dans quelques heures ou qu'est-ce qui s'est passé hier, puis rester fixé sur ça. Donc, ça allait super bien. 2017, ça va super bien. 2018 aussi. 2019, la fin de 2019, je vais aux Jeux panaméricains. Je gagne mon autre titre de championne panaméricaine. Même chose pour les Commonwealth. J'étais vraiment sur une super de belle lancée. 2020, l'année olympique commence. Je gagne 5 médailles d'or sur 5. Je suis vraiment là comme on dit un peu en beast mode. Là. Genre, je vois juste les jeux. Ça va super bien. Je sais que physiquement aussi, ça va bien. Je sais où est-ce que je m'en vais. Là, il y a la première chose qui est dans ma vie, un peu dans la vie de tout le monde, en fait, qu'on ne pouvait pas contrôler, est arrivée. Puis boum, la pandémie. Mais je pense que sur le coup, il n'y a vraiment personne qui a vu ça comme comme on peut le voir aujourd'hui. On a vu ça un peu, en tout cas, moi, j'ai vu ça que c'était quelque chose qu'après 3 mois, on n'allait plus en parler. Mais non, 2 ans plus tard, on en parle encore. C'était la première fois de ma vie que depuis que j'ai 4 ans, en fait, que je n'ai pas été dans une piscine, que je n'ai pas pu m'entraîner non plus, que j'ai dû trouver d'autres alternatives pour rester motivée. Donc, ça a été vraiment un 360 pour moi. C'est la première fois que je ne vivais pas, en fait, le stress que je pouvais ressentir au quotidien de vouloir avoir de bonnes pratiques, de vouloir avoir des plongeons parfaits, parce que si on n'avait pas la note de 10, il n'y avait jamais rien de parfait. Même si c'était 9 et c'était super bon, c'était quand même pas parfait. Donc, c'était la première fois de ma vie que je vivais tout ça. C'était la première fois de ma vie aussi que j'ai une belle fille à la maison, donc on fait l'école à la maison. À l'époque, elle était en 2e année, donc je devais superviser ses devoirs et l'aider aussi. Donc, c'est là qu'un peu mon après-carrière de maman ou de belle-maman a vraiment commencé. C'était vraiment un 360 à 100%. Encore là, on ne savait pas si les jeux allaient être annulés ou non. On est retourné à l'entraînement, mais quand je suis retournée à l'entraînement, la motivation n'était pas aussi présente que quand j'ai quitté avant la pandémie parce qu'on se faisait tellement dire que c'était cancellé, non, c'était remis, non, mais c'est repoussé, on n'avait plus de compétition. Moi, j'ai toujours été l'athlète aussi qui performe avec ses compétitions. Donc, je faisais une compétition, l'autre d'après, je m'ajustais pour devenir encore meilleure. Mais là, on m'enlevait tous les outils. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à me faire confiance, apprendre à faire confiance à mes expériences, à prendre confiance à l'athlète et la plongeuse que j'étais ou que je suis. Donc, ça a été vraiment pour moi, à ce moment-là, d'aller chercher de l'aide, puis d'apprendre à communiquer comment je me sens était super important. Puis j'avais pas de moyens non plus de compétitionner puis de le pratiquer, tout ça, parce qu'on n'en avait pas de compétition. Jusqu'à temps qu'on arrive au jeu, puis que j'étais vraiment stressée, parce qu'encore là, il y avait toute la pandémie. On ne veut pas être au Japon puis être isolé pendant 2 semaines dans un pays qu'on ne connaît pas, sans aucun contact et tout. On veut performer aussi à la hauteur de nos attentes. Donc, ma première compétition avec Mélissa, oui, on était extrêmement stressés, mais
on l'a fait en tant qu'équipe. Puis d'avoir été soutenu avec une personne, puis savoir on était connectés, on était dans le même bateau, on gagne ensemble, on gagne, on perd ensemble. Mais ça s'est fait vraiment de façon naturelle. Puis, quand on s'est serré dans nos bras à la fin, c'était vraiment une accolade qui était... La pression, elle venait juste de tomber, puis tu sais, quand j'en parle ou quand on s'en parle encore aujourd'hui, on n'en revient pas qu'on a vécu tout ça parce que c'était comme, wow, c'était irréaliste le sentiment qu'on a vécu à ce moment-là. Puis, je vous montre ma belle petite médaille d'argent. Donc, c'était vraiment, tu sais, une belle médaille, tu sais, qu'il a été avec beaucoup de résilience derrière cette médaille-là, je vous dirais. Puis, j'avais simplement 4 jours pour revenir, pour être concentrée sur l'épreuve individuelle. Mais ça m'a tellement pris toute mon énergie, tout mon petit change. Les montagnes russes, je m'en souviens, j'étais dans ma chambre, des fois, je pleurais parce que j'étais comme, mon Dieu, je dois encore plonger. Comment ça va aller? Imagine si je plonge pas bien en individuel, puis là, ça va tout enlever la joie que j'ai d'avoir eu une médaille d'argent. C'est vraiment là qu'avec ma psychologue sportif, en fait, puis j'ai été chanceuse parce qu'elle était sur place, puis qu'on a discuté, puis avec ma famille, puis mon fiancé aussi aujourd'hui, avec toute l'aide des gens qui ont su toujours me tenir terre à terre, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise, puis qu'il était important pour moi d'arrêter de me mettre toute cette énorme pression-là, puis de vivre au jour le jour. Aujourd'hui, ça va bien. Je vis, je suis en un morceau. Il n'y avait pas de raison pour que je sois démoralisée un peu. J'ai entamé mon épreuve individuelle, ça a super bien été. J'ai été capable, pour la première fois de ma vie, d'être centrée sur le plongeon présent, de ne pas penser à j'ai un autre plongeon qui s'en vient. Ce plongeon-là n'a pas bien été. Puis oui, ça l'a pas fini comme que je l'aurais voulu. Évidemment, il me manque juste une médaille dans ma carrière, c'est celle en individuel aux Jeux olympiques, puis je la visais énormément. Mais je pense que le fait que j'ai été capable de performer au moment présent, je pense que ça vaut plus qu'une médaille aux Jeux olympiques. C'est comme ça que je vois les choses parce que 5 ans auparavant, je m'étais dit, à ce moment-là, je vais être capable de faire ça. Puis je pense que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre un objectif mental qu'un objectif qui est physique ou d'avoir une médaille, tu sais. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis prête à annoncer ma retraite, que je suis satisfaite à 100% de ma carrière, que j'ai aucun regret. Oui, je pourrais peut-être continuer à aller à Paris puis espérer avoir une médaille, mais en même temps, je ne sais pas si je vais l'avoir ou peut-être une ou deux, mais il n'y a rien de sûr. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai aucun regret dans tout ce que j'ai fait. Même les moments plus bas m'ont servi à être qui je suis aujourd'hui. Puis j'espère bientôt pouvoir transmettre ça à mon petit garçon qui est dans mon petit ventre bien au chaud puis qui va grandir dans une famille sportive. Très cool. Félicitations. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat, en tout cas, du moins, il y en a une de Raphaël. Merci pour tout ça. Mais avant de passer par la question de Raphaël, moi, j'aimerais savoir, tu as appris ton mandarin où? Mon mandarin, depuis 2008, à chaque année, j'allais minimum 1 fois à 3 fois en Chine. Puis aussi, on avait beaucoup d'entraîneurs qui étaient asiatiques. Donc, c'est vraiment des petits mots qu'on apprend par-ci, par-là. Tu sais, je savais que Tiao Shui, je ne sais pas si je le dis bien, tu sais, C'est bon. mais Tiao Shui, c'est plongeon, tu sais. Sinon, je savais dire aussi trop cher quand on voulait un peu bargainer, tu sais. Ouais. Négocier, c'est ça. Sinon, ou dire mon ami ou je t'aime, tu sais, des petits mots comme ça, mais ça venait vraiment de... Le plongeon, c'est vraiment un monde où est-ce qu'on est des amis. Tu sais, on est amis. On est on a des rivales, oui, mais
je peux juste vous mentionner Tania Cagnotto, l'Italienne, qui a terminé 3e avant moi aux Jeux olympiques de Pékin, excusez-moi, de Rio 2016. Ben, un mois plus tard, elle se mariait et j'étais invitée à son mariage. Donc, on est le monde du plongeon, c'est vraiment une famille qui est unie. On veut tout notre bien, puis on, on s'apprécie. Puis c'est la beauté de ce sport-là, c'est qu'on n'est pas juste des compétiteurs, des compétitrices. T'sais. Merci. Alors, on a M. Raphaël qui dit comment on accepte la décision des juges quand on n'a pas de médaille, je présume quand on n'est pas d'accord avec ou quand les entraîneurs ne sont pas d'accord avec la carte de pointage. Comment on fait pour vivre avec ça? Je pense que c'est plus difficile pour les entraîneurs. Okay. Moi, j'avais un entraîneur qui était très expressif, donc quand il n'était pas d'accord avec les notes que les juges me donnaient, je le voyais rapidement. Mais en même temps, on apprend à choisir ses batailles, hein, je pense. Puis à un moment donné, malheureusement, on n'a pas de mots pour ça. Donc, moi, la seule chose que je savais que je pouvais contrôler, c'était ma performance à moi, puis rendu qu'est-ce que les juges me donnent. Malheureusement, ça, je ne pouvais pas le contrôler. Puis si on n'était pas certaine de pourquoi un juge nous a donné une telle note, ben, c'est quelque chose qui était possible de pouvoir aller le voir, le juge, ou plusieurs juges, puis demander qu'est-ce qui me manque pour avoir de meilleures notes, pour par la suite pouvoir retourner à la piscine puis travailler sur les points clés qui pourraient m'amener à avoir un demi-point à 1 point de plus par juge. Excuse-moi, je n'entends pas. Je suis quand même surpris. Merci. Je suis quand même surpris que sur la scène internationale, ça soit ouvert comme ça, puis qu'on puisse discuter avec les juges, puis je présume après. Là. Oui, ben pour vrai, c'est autant les juges que les athlètes, que les entraîneurs, le monde du plongeon, c'est vraiment un beau monde. C'est vraiment un monde où est-ce que tout le monde s'entraide. Moi, j'ai eu un plongeon que je faisais le 2 vrilles. Tu sais, j'ai été reconnue. Ben, en fait, j'ai été la première femme au monde à faire ce plongeon-là. Puis, il y avait des entraîneurs à l'international qui m'aidaient à justement pouvoir exceller ce plongeon-là. Donc, Wow. c'est vraiment, c'est vraiment un beau monde. Il y a beaucoup plus de belles valeurs que juste l'esprit sportif. En fait, beaucoup plus de belles valeurs en termes de fraternité aussi. Il y a M. Raphaël qui voulait prendre la parole. Vous avez juste à ouvrir votre micro, monsieur, puis poser votre question. Oui, ce que j'ai apprécié, je pourrais dire, c'est quand elle a mentionné être capable de chercher de l'aide, se faire confiance, reculer pour aller plus loin et aussi lâcher prise. Ce sont des éléments qui montrent l'expérience, que dans cette expérience, elle a été capable de grandir malgré les hauts et les bas qu'elle a rencontrés. Merci beaucoup, Jennifer. Merci, c'est gentil. On a une autre question dans le chat. Attends, je te dis ça. Alors, à quel âge avez-vous fait votre première compétition? En fait, j'avais pas l'âge pour faire mes premières compétitions. Les premières compétitions en plongeon, ils commencent, je pense, c'est du F, c'est comme du 5 ans et moins. Donc, je pense que j'avais 5 ans. Puis, j'étais dans la catégorie F. Puis, oui, exactement, F, qui était dans le 5 ans et moins. Puis, on était tout seul ou on était deux à peu près. OK. Il créait cette petite catégorie-là pour moi. Est-ce qu'en Sinon, je bas faisais âge, du c'est mix? hors-concours. Est-ce que c'est mix en bas âge? Non, Même pas? c'est jamais mixte. OK. Non. Mais sinon, on pouvait faire. J'ai fait aussi du hors-concours. Donc, dans le fond, je compétitionnais contre des filles plus âgées que moi. Mais si je terminais sur le ma position ne comptait pas, dans le fond. Je comprends. Dans le chat, on a Maude Vaillancourt qui dit comment on fait pour rester motivé, même si les compétitions sont annulées ou reportées et que tu travailles tellement fort pour te rendre là. Alors, comment on fait pour garder cette espèce de motivation-là là, dans.
C'est sûr qu'en ce moment, c'est une situation vraiment particulière, puis ça demande un, c'est un défi supplémentaire. C'est pas la même réalité que rester motivé quand on vit de façon sans pandémie et tout. Pour moi, la façon que j'ai été motivée, j'ai pu rester motivée, c'était vraiment parce que je savais que ça ne pouvait pas se terminer là parce que un jour, on va passer à travers tout ça, c'est sûr. Puis, je ne voulais pas avoir de regrets. Je savais que si j'arrêtais, le jour qu'ils ont annoncé le report des Jeux, si je prenais ma retraite à ce moment-là, je savais que j'allais avoir des regrets parce qu'un jour, quand il allait avoir les Jeux olympiques qui étaient 1 an plus tard, si j'allais regarder mes compétitrices plonger, puis pas moi, je savais que j'allais avoir des regrets. Puis je pense que c'est le plus important dans une vie, c'est de pas avoir de regrets. Puis la façon que je suis restée motivée, c'est vraiment en y allant au jour le jour. Puis aujourd'hui, je me fixais un petit objectif ou durant cette semaine-là, mettons, mon objectif était de cette semaine-là, je lâche prise puis je m'amuse tout simplement. Ou cette semaine-là, je me concentre sur un plongeon puis je veux vraiment que ce plongeon-là devienne meilleur. C'est vraiment d'aller chercher les petites satisfactions au quotidien et non à long terme, je pense qu'il peut aider à passer à travers tout ça. Puis pas juste dans le monde athlétique. Là. Je pense vraiment dans une vie en général, d'aller chercher des petites satisfactions personnelles qui peuvent juste être ce soir, je décide de décrocher, prendre un bain pendant 1 heure de temps, puis fermer mon sel, puis ça peut être ça aussi, tu sais. Fait un pas à la fois, là, à la place de voir l'Everest, la Oui. montagne, là, une étape à la Oui. fois. On a Oui. Bonesso Dumas, vous voulez prendre la parole? On vous écoute. Bonjour. Allô? Je me demandais, est-ce que vous savez à peu près, vous avez fait combien de compétitions dans votre vie? Bonne question. J'ai vu que tu avais un beau chandail de plongeon. J'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie. Quand j'étais jeune, je faisais vraiment tous les championnats provinciaux, les championnats canadiens, juniors et seniors. Puis je pense que dans une carrière, quand on peut avoir le plus d'expérience possible, faut saisir chaque opportunité parce que c'est comme ça qu'on apprend à justement à compétitionner, à se relever d'un échec ou à même pouvoir essayer une nouvelle stratégie qui va peut-être bien fonctionner, mais peut-être pas non plus. Donc, je pense que l'important, c'est d'en faire le plus possible. Puis, comme je t'ai dit, j'en ai fait vraiment beaucoup. Ma carrière, là, j'ai plongé pendant 25 ans de temps, donc je ne peux pas te nommer un nombre de compétitions, mais j'en ai fait énormément. Merci. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, hein, vous pouvez lever la main ou vous l'écrivez dans le chat. En attendant, moi j'aime bien ça, Jennifer, savoir, quand tu étais un peu là, dans une journée type d'entraînement, une journée où tu n'as pas de compétition, là, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, à quoi ça ressemble un peu les heures d'entraînement. Là, moi, j'aimerais savoir ça. Nous, en plongeon, on était plus chanceuses que les nageuses, en fait, parce que la natation, c'était eux qui se levaient tôt. Nous, on se levait un peu plus tard, donc je commençais l'entraînement à 10 heures. Puis je termine les lundis, mercredis, vendredis, je commençais à 10 heures le matin, puis je pouvais finir à 5 heures, 5h30 le soir. J'avais 1 heure de pause dans ma journée. Donc, moi, j'ai toujours préféré commencer un peu plus tard que plus tôt. Je suis une lève-tard. Je m'assume complètement. Mais c'est ça, fait que dans le fond, je m'entraînais de 10 heures jusqu'à 1 heure. J'avais de 1 heure à 2 heures de pause. Puis de 2 heures jusqu'à 5h30, je recommençais. Ça, c'était les lundis, mercredis, vendredis. Puis les mardis, jeudis, qui étaient nos journées plus relaxes, les autres faisaient de 10 heures jusqu'à 1 heure, puis l'entraînement de 1h15 jusqu'à 2h30 à peu près en musculation. Moi et ma partenaire, on voulait justement aller plus loin, justement aller chercher un peu qu'est-ce qui nous manquait pour
peut-être même gagner. Donc, qu'est-ce qui nous manquait? On pensait que si on allait chercher un peu plus d'élégance, un peu plus de flexibilité, ça allait nous aider, chose qui, oui, nous a aidés. Donc, on a commencé les mardis, jeudis, on faisait aussi des cours de ballet, en fait, avec Raphaël Bouchard, qui est un ballet des grands Canadiens. Il fait partie de l'école de ballet l'école de grands ballets canadiens. Donc, on faisait ça de 9h jusqu'à 10h les mardis et jeudis. Donc, je commençais à 9h, en fait. Donc, on dit samedi, dimanche de congé. Ça, c'est quand je suis rendue plus vieille que quand on est plus jeune, les samedis, on s'entraîne, mais je dis plus vieille, mais je veux dire, à partir de 2013, j'ai dit que je préférerais en faire plus la semaine, puis avoir mon samedi, dimanche de congé, qu'en faire un peu moins la semaine, puis avoir à venir le samedi. Est-ce que, à partir de quel âge environ, mettons, là, il y a eu des sports plus complémentaires là, dans ton entraînement, ou musculation, ou ballet, ou au début, c'était plonger pour plonger, je présume, mais après ça, à quel âge ça s'est intégré dans tes entraînements? Ça commence quand même assez jeune en plongeon. Je te dirais, dès que je suis rentrée au secondaire, où est-ce qu'on avait des horaires d'entraînement de 1h jusqu'à 6h le soir, c'est là qu'on a commencé à faire du ballet et de la musculation 2 fois semaine. Parfait. Merci. Alors, dans le chat, on a. Ah, étiez-vous fatigué des fois d'avoir autant d'entraînement? Oui. Mais en même temps, j'ai commencé à 4 ans, donc c'est juste ça que je connaissais. Mais c'est sûr que, je ne vais pas mentir, là, les mois de novembre puis décembre, quand il y a plus de soleil, il y a des tempêtes de neige, on a les cheveux mouillés, la peau sèche, pleine de chlore. Je peux vous confirmer que ces 2 mois-là, ils étaient très longs et très épuisants. Est-ce que. Ah ouais, je comprends. J'avoue qu'il y a des moments de l'année qui sont plus pénibles aussi quand il y a moins de soleil. Oui. Quand tu disais que tes entraînements là, commençaient à 10 heures, est-ce que c'était comme tu arrivais à 10 heures ou tu étais dans l'eau à 10 heures? En fait, on commençait l'échauffement à 10 heures. OK, parfait. Puis ces journées-là là, où Ouais. tu avais plusieurs heures d'entraînement dans la semaine ou même dans la même journée, quand tu étais là, plus adolescente, là, tu te couchais vers quelle heure? Ben, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que quand j'étais adolescente, tu sais, quand tu vis chez maman, papa, là, et que tu n'as pas à te soucier d'autres choses comme le souper ou les devoirs, tu sais, j'arrivais de l'entraînement, je faisais des siestes. OK. Après ça, je me levais, je soupais. Puis après ça, j'étais réveillée jusqu'à comme, mettons, 1h du matin parce que j'avais fait une sieste de 2 heures à 7h le soir, genre. Puis après ça, je me levais le lendemain, je recommençais. Mais ça, à ce moment-là, par exemple, j'allais pas au secondaire. J'étais déjà dans début vingtaine, je te dirais. Fait que je me couchais quand même à minuit. Je te dirais quand même, là, je me couchais tard. Avec une sieste dans le corps. Ça explique. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, Good. faut faire des siestes. Faut faire des siestes. Est-ce qu'en vieillissant, tu as toujours continué à faire des siestes comme ça? Ça dépendait les phases. OK. Je te dirais que l'hiver, oui. Ça dépendait de la journée aussi. Si c'était, mettons, les mercredis et vendredis, parce que c'était nos journées les plus difficiles de la semaine, là, il y avait des siestes pour moi et ma partenaire qui s'imposaient. C'était pas un choix. On avait 1 heure de pause, on mangeait vite, vite, puis on allait faire une sieste avant de reprendre l'entraînement. Ah, une petite question d'Alexandra dans le chat. Alors, quel outil tu utilises pour passer à un autre plongeon lors d'un mauvais plongeon en compétition? C'est vraiment, moi, j'ai souvent été l'athlète qui, si j'en manquais un, j'allais revenir avec un plongeon encore plus fort pour justement un peu essayer de rattraper cette erreur-là, tout dépendamment aussi, évidemment,
à comment grande l'erreur était. Mais aussi, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est jamais fini avant le dernier plongeon de la dernière plongeuse. Donc, on ne peut pas savoir, les filles, elles vont aussi peut-être manquer. Donc, moi, je dois quand même continuer à me battre jusqu'à la fin. Puis, de ne pas perdre du temps dans qu'est-ce qui s'est passé. Anyway, je ne peux même pas le refaire, ce plongeon-là. Je l'ai manqué. Il faut juste l'accepter puis passer à autre chose. Est-ce que tu avais un plongeon chouchou, là, tu sais, comme quelque chose qui va. Tu sais que quand tu vas faire cette action-là ou ces mouvements-là, tu as tellement confiance que, tu sais, peu importe la crowd, peu importe l'enjeu, tu sais que ça va comme te recentrer avec toi-même? On dirait que j'avais pas ce genre de confiance-là en moi. Genre que ce plongeon-là, ouais, il va être bon. Parce que je suis du genre à être trop confiante, puis ça va vraiment pas bien. Mais je savais que le 2 vrilles, mon plongeon le plus difficile que je faisais, c'était un plongeon qui pouvait me donner beaucoup de points, puis je savais que je pouvais bien le réussir aussi. Donc, je le mettais à la fin justement parce que si j'avais 4 bons plongeons, puis que je termine avec un plongeon solide et impressionnant, je pouvais aller chercher le demi-point de plus qui allait faire encore un plus gros impact sur le pointage final. Je comprends. Est-ce qu'on pense qu'on va voir Jennifer Abel en coach éventuellement? Non. Est-ce que c'est quelque chose. Ah non, hein, ça t'intéresse pas? Entraîneur, ben, si j'ai à devenir entraîneur, j'aimerais coacher les enfants. OK. Pas pour le moment, j'aimerais ça découvrir qu'est-ce que la vie a à me réserver, a à m'offrir en fait, en dehors du coaching, surtout sur la scène, le haut niveau, je te dirais. J'aimerais ça voir autre chose, mais si j'ai à coacher, j'aimerais ça entraîner des enfants qui commencent ou qui sont débutants dans leur compétition, mettons. Je comprends. Je comprends. Ouais. Tu viendras nous voir à Laval. C'est pas trop loin de la maison. Tu viendras Ben nous voir oui. à Laval cet été. Avec Ben oui, ça va me les faire Jeux du plaisir. Québec, ça serait cool, ça. Une Jennifer Abel à la piscine, ça, je pense que tout le monde serait super content. Ben, moi, la première. Cool, parfait. Il y a une petite question dans le chat, peut-être la dernière. Je ne sais pas si tu vas vouloir répondre à ça ou sens-toi bien à l'aise de ne pas aller là. Parce que, bon, Jennifer, quelles sont les différences notables entre le coaching de l'équipe olympique versus Camo? C'est quand même quelque chose que c'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai quitté le club de plongeon Camo pour le club de plongeon Pointe-Claire en 2012. Fait que, on parle quand même d'il y a 10 ans. Je sais que les coachs ont beaucoup changé depuis. Stéphane, Isabelle, qui a été une de mes premières entraîneuses, c'est des entraîneurs qui sont formidables. Puis je pense pas qu'honnêtement, il y a des différences entre le coaching de Camo où je pense que la personne fait référence au Centre national du Stade olympique. Puis si je me trompe, on peut me le dire, là, de ce que je comprends. Il n'y en a pas de différence. Je pense que c'est vraiment juste les athlètes. Comme moi, j'ai choisi de plonger avec Arturo. Donc, je pense que c'est peut-être juste ça la différence, que je l'ai choisi, mais en termes de coaching, je ne pense pas vraiment qu'il y ait une différence parce que les entraîneurs du club de plongeon Camo étaient là quand moi j'étais jeune. Puis au club de plongeon Camo, je parle d'Isabelle Fité, qui est une entraîneuse formidable, Stéphane Lapointe aussi. Donc, honnêtement, des fois, c'est peut-être une question de plus de personnalité ou ça peut cliquer mieux avec un tel type d'entraîneur, un autre un peu moins. Des fois, c'est peut-être des affinités qui feraient la différence, je dirais. Tout dépendamment de l'athlète. Excellente réponse. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement, il y a quelques commentaires. Dans les compétitions olympiques, choisissez-vous vos plongeons? Est-ce que vous choisissez vos propres plongeons dans les compétitions olympiques? Oui, chaque compétition, en fait, on doit rédiger une liste de plongeons qu'on va exécuter.
Puis c'est nous qu'on choisit. Puis c'était une des raisons pourquoi, en préliminaire, moi, je faisais juste mon dernier plongeon. Je le mettais plus facile. Je faisais une vrille à la place de 2 pour garder de l'énergie. Puis en finale, je donnais le tout pour le tout avec le 2 vrilles. Il y a quelques commentaires. Félicitations, tu es magnifique. Félicitations pour le Merci. bébé. Prends soin de toi. Wow! Impressionnant. Quel parcours exceptionnel. Et le dernier, wouhouhou! Je Merci. me lance dans les onomatopées, mais merci beaucoup. Dans les compétitions, c'est la même question avec un merci. Alors, un gros merci pour ta participation. Tu as été super gentille, super ouverte, c'est super le fun. Ça me fait plaisir. On a enregistré la conférence, fait qu'on t'a entendu dire que tu allais être à Laval. Oui, ben j'attends l'invitation. Parfait, excellent. Un gros merci. Merci tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, on voit une judoka. Alors, on est avec Catherine la semaine prochaine, jeudi à 19h. Alors, vous êtes tout le monde les bienvenus. Jennifer, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon repos. À bientôt. Merci. Alors, c'est comme Merci. ça que ça prend fin. Merci tout le monde. Bye bye. Bye Merci bye. beaucoup. Trop cute.